Salut chers amis, ma famille est partie pour quelques jours. Elle m'a laissé seul et je peux donc faire plein de choses que j'apprécie faire. Travailler pour Français Authentique, lire différents livres, je peux aussi aller marcher. Et aujourd'hui, j'aimerais t'emmener avec moi pour ma balade. On va parler de quelques sujets un peu spontanés, en vrac. Il n'y aura pas une grosse logique, mais l'idée c'est de te proposer du contenu en français authentique, mais aussi de te donner quelques conseils pour t'améliorer. Pendant cette balade, je vais te parler de différentes choses. Pourquoi je marche, en quoi la marche est quelque chose d'important pour moi, mais pour toi aussi. Je te parlerai également des élections présidentielles. On va voter en France dans 2 jours et on aura un nouveau président ou un président réélu ou alors une nouvelle présidente. J'aimerais t'en parler un petit peu. Je te donnerai aussi quelques informations sur Français Authentique, sur les contenus à venir, des informations un peu générales. Et je te montrerai les 2 livres que je lis en ce moment. Bon alors je suis désolé, j'ai eu un souci de caméra, j'enregistre cette vidéo avec mon smartphone. Je pense que la qualité sera ok, même si ça risque de trembler un petit peu puisque je marche. Donc, t'es prêt? On y va? Allez viens, on va se balader. Alors, puisqu'on est en train de marcher ensemble, j'aimerais bien te dire pourquoi je marche. Quels sont pour moi les intérêts de cette formidable activité? Parce que vraiment, moi, je trouve ça génial, j'adore ça. Et j'ai fait un épisode de podcast de Marcher avec Johan dans lequel je t'explique pourquoi je considère la marche comme étant l'outil ultime. Donc tu pourras écouter cet épisode si tu veux vraiment plus de détails. Mais pour te résumer ça, moi j'y vois plein d'avantages. Le premier étant un avantage lié à la santé. On sait tous que dans nos sociétés dans lesquelles on est un peu trop sédentaire, le fait de marcher tous les jours, ça permet de garder la forme, de rester en bonne santé. Donc tu vois, rien que cet avantage-là, ça devrait te convaincre qu'il est important de marcher tous les jours. Mais ce n'est pas tout, il y a plein d'autres avantages à la marche. Et moi, j'aime voir la marche comme un outil qui me permet de faire plein de choses. Par exemple, un outil créatif. Quand j'ai un problème, aussi bien personnel que lié à Français Authentique, j'aime prendre le temps de sortir, de marcher et de réfléchir. Donc je me pose ou je me fixe comme objectif en début de marche de résoudre un problème. Donc la marche, c'est un outil de réflexion. Les Anglais ou les Anglo-Saxons diront un outil de brainstorming pendant lequel tu réfléchis et tu peux trouver des solutions à des problèmes. La marche, c'est aussi un outil plutôt social. Moi, j'adore aller marcher avec ma famille, ma femme, mes enfants. J'aime aussi aller marcher avec mes amis, parfois avec des collègues avec lesquels je travaille ou je suis sur le point de travailler. Donc la marche, ça peut aussi être vu comme un outil social, un outil pour bâtir et maintenir des relations sociales. J'utilise aussi beaucoup la marche pour me détendre. Parfois en fin de journée ou parfois, c'est plutôt en fin de journée, ou parfois le week-end, j'utilise la marche, je sors, je marche avec pour unique but de me détendre, de prendre un moment pour moi. Et bien souvent, pendant ces moments-là, j'écoute des podcasts de développement personnel ou alors j'écoute des livres audio, mais c'est un temps d'évasion pour moi. Donc la marche, ça peut aussi être un outil de détente. Tu peux aussi marcher en téléphonant. C'est plutôt que de rester assis à son bureau ou assis dans son canapé, on peut très bien téléphoner, parler à ses amis et sa famille en marchant tout simplement. Donc c'est un peu lié à l'aspect social dont je parlais tout à l'heure, mais c'est un bel outil pour ça. Et bien sûr, en tant que créateur de contenu, j'utilise parfois la marche pour enregistrer des contenus pour Français Authentique. Aussi bien mon podcast tous les mercredis, Marcher avec Johan, ou alors une vidéo comme celle d'aujourd'hui. Donc tu vois qu'il y a plein d'utilités à la marche. La marche, ça peut être utilisé pour plein de choses. Et à chaque fois que tu l'utiliseras comme outil, ça améliorera ta santé. Donc pour moi, il n'y a aucune réflexion à avoir. La marche doit être
incluses à la journée de tout le monde. Deux petites astuces si tu ne marches pas assez. La première astuce, c'est d'en faire une habitude. Essaie de te dégager du temps, ça peut être pendant ta pause de midi au travail, ça peut être le soir quand tu rentres, peu importe, mais fais-en une habitude. Et essaye de rendre ça facile. Si tu ne marches pas, ne te fixe pas comme objectif de subitement marcher 1 heure par jour. Ça ne marcherait pas. Et une autre astuce, c'est de mesurer ses progrès. Aujourd'hui, avec les applications mobiles qu'il y a sur nos smartphones, on peut très facilement mesurer le nombre de pas ou le nombre de kilomètres marchés tous les jours. Donc fais-le. Hein. Si tu ne mesures pas, tu ne sauras jamais. Et utilise peut-être une application. Moi, j'utilise une application qui s'appelle Strix et qui me permet en fait de me fixer un objectif. Donc j'ai fixé l'objectif de marcher au minimum 5,5 km par jour. Alors en moyenne, je fais plus, mais l'idée, c'est vraiment de bâtir une habitude et de ne jamais faire moins. Donc je suis cette habitude au quotidien et ça me donne un petit challenge en fait. Ça me permet finalement d'avoir envie, de me pousser à chaque jour aller marcher. Et là, je dois être à, je sais plus, un peu plus de 200 jours de suite sans jamais avoir marché moins de 5,5 km. Donc utilise peut-être la technologie pour te fixer un petit challenge et pour doucement mais sûrement bâtir cette habitude de la marche. Allez, nous on continue ensemble ? Bon, on continue la balade. Tu sais certainement qu'on vote en France dans 2 jours. Ça va être le 2e tour des élections présidentielles entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il y avait au premier tour 12 candidats. Et c'est toujours comme ça que ça se passe pour nos élections. 12 candidats au premier tour, donc parfois c'est un peu plus, parfois c'est un peu moins. Et les 2 premiers, ceux qui ont eu le plus de voix lors de ces 2 tours, eh bien, sont qualifiés pour un 2e tour qui a lieu 2 semaines après. Donc maintenant, on doit choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et moi, je me trouve près d'un endroit là où il y a des chèvres. Attends, je vais te les montrer. Les chèvres! Voilà, elles sont bien occupées. Hein. J'aime bien me balader par ici. On va leur donner à manger. Viens par là. Voilà, mademoiselle. C'est bon, hein? Oh, elles sont bruyantes, les autres derrière, dis-moi. De quoi on parlait déjà? Les chèvres, elles m'ont un peu perturbé. On va aller un peu plus loin pour continuer la discussion. Oui, je te disais qu'on avait les élections présidentielles en France qui arrivaient dans 2 jours. Enfin, le 2e tour dans 2 jours. Et en fait, on voit que les partis traditionnels sont complètement détruits, en fait. Hein, qu'il s'agisse de la droite, ce qu'on appelle la droite chez nous en France, les conservateurs, qui est, si tu veux, c'était le parti UMP ou le RPR, qui est aujourd'hui appelé les Républicains. Donc ce parti est détruit. Hein, je crois que la candidate Pécresse a fait moins de 5% au premier tour. Et le Parti socialiste, donc là c'est ce que chez nous c'est plutôt, on appelle ça la gauche, est détruit aussi. Donc Emmanuel Macron a réussi à détruire les partis traditionnels français. Et on se retrouve avec un gros problème en France actuellement. J'ai quelques chiffres, hein, je me suis noté des chiffres avant de partir. Au premier tour de l'élection présidentielle, il y avait 47,3 millions de personnes inscrites sur les listes électorales. Donc des gens qui avaient fait la démarche pour dire « moi, je veux voter ». Sur ces 47,3 millions d'inscrits, il y en a 12,6 qui n'ont pas choisi. Ici, on regroupe l'abstention, donc les gens qui ne se sont même pas déplacés dans les bureaux de vote. J'y ai ajouté les votes blancs, donc des gens qui ont voté blanc, ça veut dire qui ont dit « aucun candidat ne me convient » parmi les 12 représentés.
Et j'ai ajouté aussi les votes nuls. C'est souvent des gens, soit ils ont mis 2 bulletins, soit ils ont fait une blague, ils ont écrit n'importe quoi, soit ils ont déchiré un bulletin. Donc on ne compte pas leur voix. Donc si tu prends les votes blancs, les votes nuls et l'abstention, tu te retrouves à 12,6 millions, c'est-à-dire 26,7% de ceux qui sont sur les listes électorales. C'est plus que n'importe quel candidat, puisque le premier candidat, c'est Emmanuel Macron, lui il a eu 9,8 millions de voix, c'est un peu plus de 20% de ceux qui sont inscrits. Donc 20% pour Emmanuel Macron, le premier candidat, contre 26,7% pour ceux qui ont dit « je ne veux pas choisir ». Donc ça, c'est pour moi un gros problème, parce que ça montre que les gens, eh bien, ils ont perdu un petit peu la confiance en nos politiques, ils ne veulent pas se choisir. Est-ce que c'est parce que les politiques font souvent des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir, ou est-ce que c'est parce que parfois ils nous mentent? Je ne sais pas, je ne peux pas juger. Moi j'ai quand même souhaité aller voter, je suis allé donner mon opinion, mais c'est un gros problème de voir que finalement le vainqueur de cette élection au premier tour, c'est l'abstention ou les gens qui ne voulaient pas choisir. Ce désintérêt des électeurs pour l'élection présidentielle, c'est pas nouveau, puisqu'en 2017, on avait déjà eu 24,2% des inscrits qui n'avaient pas voté ou qui ne s'étaient pas prononcés pour un candidat. Donc le problème existait déjà, mais il s'accentue. En deuxième position, Marine Le Pen du Rassemblement national. C'était anciennement le Front National, ce parti qui avait été créé par son père, Jean-Marie Le Pen, donc plutôt extrême droite, une droite relativement dure. Elle a eu 8,1 millions de voix, donc c'est un peu moins de 17% des inscrits, donc c'est quand même très important aussi. Et ça pose un deuxième problème. Le premier problème, c'est que beaucoup n'auront pas voulu choisir. Le deuxième problème, c'est que les extrêmes en France sont très puissants actuellement. Si on ajoute le nombre de voix obtenues par l'extrême droite, on arrive à 11,3 millions de voix. Ils étaient 3 candidats d'extrême droite, c'est plus qu'Emmanuel Macron avec ses 9,8 millions. Et si on prend les 4 candidats d'extrême gauche, on arrive à 8,9 millions. Donc on a une grande polarisation en France avec des extrêmes très forts, qu'ils soient à droite ou à gauche. Et ça, à mon avis, c'est quand même un problème. Au deuxième tour de cette élection, dans 2 jours, ça va être beaucoup plus serré que ça ne l'avait été en 2017, lorsqu'Emmanuel Macron avait battu Marine Le Pen. Mais tous les sondages donnent Emmanuel Macron vainqueur, donc il semblerait qu'on échappe à l'extrême droite en France pour le prochain quinquennat. Mais qu'est-ce que ça va donner, Les gens aujourd'hui n'ont plus confiance. Ils ont essayé la droite, ils considèrent que ça n'a pas marché. On a essayé la gauche, ils considèrent que ça n'a pas marché. On a essayé le centre avec Emmanuel Macron, beaucoup considèrent que ça n'a pas marché. Donc j'ai bien peur que lors des prochaines élections, si Emmanuel Macron échoue, ou même s'il réussit et que les gens considèrent qu'il échoue, eh bien on se retrouve finalement avec quelqu'un qui représente un parti extrémiste au pouvoir. J'ai longtemps pensé que ce n'était pas possible en France, de par notre système électoral, mais je crains que ça ne finisse par arriver. Donc on verra ce que ça va donner. Moi, je vais aller voter, évidemment, et je ne peux pas influencer le résultat autrement que par mon vote. Donc je vais voter, je vais croiser les doigts, parce que je pense que les extrêmes, c'est jamais bon. On ne peut jamais avoir une position tranchée. Dans ma vie, je n'ai jamais de position 100% tranchée. C'est jamais tout noir ou tout blanc, il y a toujours des nuances, et les extrêmes ont tendance à présenter les choses comme étant très simples, comme étant sans nuances, et c'est pour ça que je serais triste d'avoir un président ou une présidente qui représente un extrême au pouvoir. À suivre, on le saura dans 2 jours. Bon, là, continue cette balade. Bon, je voudrais te donner quelques infos générales sur Français Authentique avant de conclure cette balade, de la terminer ensemble et de te présenter mes lectures. Je vais te montrer
les 2 livres que je suis en train de lire actuellement. Bon, alors déjà, j'essaye d'innover un petit peu avec les contenus de Français Authentique. La vidéo aujourd'hui, c'est un petit peu ça, hein. C'est un petit test pour te proposer quelque chose de nouveau. La chaîne Français Authentique existe depuis 2011 et tu m'as toujours vu tester des choses, essayer des choses, sortir de ma zone de confort pour être le plus utile possible pour toi. On met vraiment à ta disposition plein de contenus. On a chaque mercredi un podcast qui s'appelle Marcher avec Johan, dans lequel je te parle d'un sujet de développement personnel. Chaque dimanche, un autre podcast ou un autre épisode du podcast dans lequel je t'explique le sens d'une expression idiomatique. Le lundi, sur cette chaîne, on a une vidéo. Alors, on traite de sujets différents, mais c'est souvent lié à l'apprentissage du français. Le mardi, sur les différents réseaux, Facebook et Instagram, on a une vidéo courte d'1 minute dans laquelle je t'explique souvent une expression ou un mot très utile et utilisé par les Français au quotidien. Donc tu vois, c'est plein de contenus différents pour toi. Et le vendredi, on teste depuis le début de l'année un quiz avec Valentine. Donc il y a chaque vendredi, maintenant c'était chaque vendredi, maintenant c'est un vendredi sur 2. Il y a un quiz sur la grammaire, le vocabulaire, la conjugaison, les expressions, sur la culture générale. Donc Valentine te teste un vendredi sur 2 et te propose un quiz vraiment très intéressant et interactif que je te conseille de regarder bien sûr. Et j'ai décidé de faire différents tests le vendredi, donc une petite vidéo spontanée comme aujourd'hui, j'espère que ça te plaira. On va faire aussi des jeux peut-être, je vais essayer de remettre en place des interviews. Je suis vraiment à la recherche de sujets et de contenus qui pourraient t'intéresser pour la chaîne. Sache qu'on travaille dur et qu'on essaye d'innover pour toi. Et tu peux me dire en commentaire ce que tu souhaiterais voir sur la chaîne, voir plus, voir moins. Tu peux utiliser les commentaires pour ça, puisque notre objectif c'est de t'apporter le plus de valeur possible. Bon allez, on finit notre balade et puis je te montre les 2 livres que je suis en train de lire actuellement. On continue, c'est par là-bas. Ça m'agace de voir les gens comme ça, on est en pleine nature et ils te mettent des papiers par terre, tu vois, aucun respect. Des fois je perds foi en l'humanité. Comment on peut être suffisamment stupide pour aller jeter des papiers comme ça en pleine nature alors que tout est top? Tu vois ça? Se plaindre de quelque chose, ne pas être d'accord avec, être agacé par quelque chose et le dire, c'est une chose. Agir pour changer ça ou pour tout du moins faire avancer la cause un tout petit peu à son niveau, c'en est une autre. Et ça marche exactement de la même façon avec les élections. À voter! Ça fait vraiment du bien une petite balade. Bon alors comme je te le disais tout à l'heure, je vais te présenter les 2 livres que je lis actuellement. J'ai quasiment toujours 2 livres en cours. Un livre que je lis plutôt le matin, qui est axé développement personnel et qui m'aide à réfléchir, à me mettre dans le bon état d'esprit pour ma journée. Et un livre que je lis plutôt le soir, juste avant de dormir. Parce que si je lis du développement personnel, tu sais, des choses qui me font vraiment réfléchir, me poser beaucoup de questions, le soir, c'est un peu plus compliqué. J'y pense avant de dormir. Donc en ce moment, le soir, je lis plutôt des livres du type histoire, biographie, etc. Des choses un peu plus légères. Le livre que je lis en ce moment le matin, c'est The Chimp Paradox. The Chimp Paradox, donc je lis presque toujours en anglais. Et donc c'est un programme qui t'aide à maîtriser tes pensées.
Il propose un modèle très complet sur le fonctionnement de notre cerveau, comment marche le cerveau, et il te propose du coup plein d'exemples très faciles à appliquer, très faciles à comprendre pour maîtriser tes pensées et tes émotions. C'est très bien illustré et en fait un des paradoxes qu'il donne dans le livre, c'est qu'on a une personnalité double. La première, c'est ce qu'il appelle the chimp, le chimpanzé, qui est uniquement gouverné par les émotions. Et on a une autre partie qui est l'humain en nous, qui est gouverné par la logique, par la rationalité. Et on a un combat permanent entre ces deux parties de nous-mêmes. Et il nous explique que le chimpanzé, lui, il a plutôt comme objectif la survie. Et donc, du coup, il est plus rapide que l'humain, il est plus fort que l'humain, et donc c'est lui qui peut avoir tendance à nous gouverner si on ne fait pas attention. Et il nous explique un petit peu comment tout ça, ça marche, et comment on peut faire en sorte d'utiliser le chimpanzé, parce qu'il est très utile pour nous, pour notre survie, mais ne pas lui laisser prendre le dessus et utiliser l'être humain ou la partie humaine de notre cerveau qui est beaucoup plus rationnelle et logique. Il y a plein d'autres aspects. Il nous parle de la partie ordinateur, qui est la partie de notre cerveau qui fonctionne en automatique. Et c'est toujours très bien illustré. Il y a plein de schémas intéressants qui nous aident à bien comprendre les concepts et qui nous aident vraiment à appliquer ce qu'on lit. Alors j'ai lu peut-être un peu moins de la moitié. Là j'en suis à la partie où il parle des aspects sociaux, de la communication avec les autres. Donc c'est un livre très complet que je lis tous les matins en ce moment. Et le soir, je suis en train de lire Les croisades vues par les Arabes. Les croisades vues par les Arabes. Donc c'est un livre plutôt historique qui a été écrit par Amin Maalouf, qui est né au Liban mais qui vit à Paris, qui a eu plein de récompenses, et il est reconnu comme spécialiste du monde arabe et des relations entre l'Occident et le Moyen-Orient. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant, puisqu'il s'agit de quelqu'un qui a une double culture et qui arrive à bien comprendre finalement les relations entre l'Orient, le Moyen-Orient et l'Occident. Et le livre est très intéressant. J'ai presque terminé, il me reste 2 chapitres, et il est très bien écrit, très intéressant. Et ce que j'aime, déjà, la raison pour laquelle je l'ai acheté, Les croisades vues par les Arabes, c'est que j'aime avoir plusieurs sources d'informations. Et à l'école, en Europe, on nous apprend toujours les croisades, on nous explique que finalement c'est les catholiques qui ont voulu aller libérer Jérusalem, etc., etc. Et là, c'est bien d'avoir un autre point de vue, le point de vue des gens qui étaient là-bas et qui ont souffert des croisades. Et j'aime beaucoup challenger un petit peu la pensée unique. C'est jamais tout noir, tout blanc, donc j'aime avoir un autre point de vue, j'aime avoir le point de vue des deux parties. Et c'est du coup un livre super intéressant parce qu'il est bien écrit, les histoires sont bien racontées, bien documentées, et on y voit plein de choses différentes sur cette invasion. Dans la première partie, on a d'ailleurs des détails sur l'invasion des Occidentaux, ce qu'il appelle dans le livre les French, donc c'était les Français, les Allemands, ceux qui venaient, les catholiques qui venaient de l'Occident et qui ont envahi ce qui est aujourd'hui, on parle beaucoup de la Syrie, du Liban, d'Israël, une partie de la Jordanie, de l'Égypte. Donc c'est toute cette région-là qui avait été envahie par les Occidentaux. Il parle ensuite de la libération des populations arabes qui se sont révoltées, qui ont réussi à se libérer, parce qu'au départ, elles ont complètement subi cette invasion. Et tout à la fin, c'est là où j'en suis, dans les 2 derniers chapitres, il nous parle un petit peu du fait que le Moyen-Orient a été pris en tenaille, littéralement, puisqu'ils ont été envahis à la fois, donc ça c'était plutôt sur la fin, on a d'abord eu l'invasion des Occidentaux, ensuite une libération ou un début de libération, et ensuite une invasion des Occidentaux et une invasion qui venait de l'Orient, du peuple mongol. Donc ils se sont retrouvés, comme on dit, pris en sandwich entre 2 invasions.
C'est un livre vraiment passionnant. Voilà, je suis très content d'avoir pu partager avec toi aujourd'hui un certain nombre de choses. On a parlé de la marche, c'est une de mes passions. On a parlé de mes lectures, c'est une autre de mes grandes passions. J'ai pu t'informer un petit peu de ce qui arrive au niveau du contenu de Français authentique. Et bien sûr, on a aussi parlé un petit peu des élections présidentielles françaises. Donc on a fait le tour pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et puis je te dis à très bientôt pour du nouveau contenu en français authentique. Salut!